de données vont être collectées sur eux, combien de temps elles vont être conservées, qu'est-ce qu'on va en faire, éventuellement quel type de tiers sont susceptibles de recevoir ces informations. Donc ça c'est très très fort, vous voyez que c'est autour de 80 à 92% d'accord sur ce besoin d'information et de contrôle. Et pour autant, on se rend compte qu'ils qu'ils protègent très très peu leur vie privée, alors qu'il existe de nombreux moyens de le faire. Et que ce qui ressort surtout, c'est qu'ils ont une protection très technique finalement de leur vie privée, c'est-à-dire qu'ils utilisent des anti-spam, des antivirus, donc ce qui est déjà quelque chose. Mais pour autant, par exemple, est-ce que vous lisez régulièrement les chartes de vie privée sur un site avant de commander ou avant de donner des informations sur vous, ils ne sont que 45% à le faire parfois. Et 31% à ne jamais le faire. Deuxième paradoxe, le paradoxe de la responsabilité. Quand on demande aux gens, pour vous, qui serait responsable d'un usage frauduleux ou détourné de vos informations personnelles, ils sont 20% sur l'échantillon français, ils sont 20% à dire que finalement c'est leur responsabilité, à la limite ils n'avaient pas à donner des informations à cette entreprise. 10% considèrent que c'est de la responsabilité du gouvernement et 11% que c'est à la justice ou à la police. Autrement dit, considèrent que c'est à la loi, à l'acteur public en tout cas, de les protéger. Et puis, 33% considèrent que c'est l'entreprise avec laquelle ils ont traité qui est responsable d'une utilisation frauduleuse de leurs données. Donc, cette responsabilité est largement partagée et ils estiment même en avoir une part. Et pour autant, ils attendent de nombreuses garanties pour accepter de fournir des informations personnelles, notamment donc des solutions techniques, puisqu'on a vu qu'ils utilisaient majoritairement des solutions techniques pour se protéger. Et finalement, le fait quand on leur dit, mais par exemple, si on renforçait le contrôle des utilisateurs, ça vient bien après le fait d'obliger les professionnels de renforcer les obligations des professionnels, notamment par l'utilisation de l'abeille de privacy. Dernier paradoxe, le paradoxe de la connaissance. On se rend compte que, alors qu'on est dans un pays qui est largement protégé d'un point de vue réglementaire sur ces questions, que finalement, en tout cas en France, mais c'est vrai également dans les 3 autres pays qui ont été interrogés, à savoir la France, l'Espagne et l'Allemagne, que les gens ne connaissent pas la loi informatique et liberté. Alors ils en ont éventuellement entendu parler, la connaissent de nom, mais pour être capable d'aller plus loin et de citer mais quels sont les droits que cette loi vous confère, on voit qu'il y a quasiment plus personne. Ils sont 38% à dire qu'ils les connaissent un peu, mais que 7% à considérer qu'ils connaissent bien les droits que leur confère la loi française ou européenne. Donc les gens ne connaissent pas la loi globalement, ou la connaissent mal. Et pour autant, quand on prend simplement l'échantillon des gens qui disent connaître la loi, on se rend compte que le fait de connaître la loi n'améliore pas leur niveau de confiance et ne change pas leur comportement. Donc se pose la question de l'utilité de cette loi finalement et montre que finalement, comme le disait Marc Bidan, les gens arbitrent et ne se sentant pas protégés par la loi sont obligés de trouver d'autres solutions, alors qu'elles soient techniques ou comportementales. Et donc ils ont des stratégies effectivement de déviance en mentant ou en ne fournissant pas leurs données personnelles. Donc finalement, dans une optique évidemment de relation client, de comment créer une relation avec mon client, mais tout en préservant sa vie privée, je vois quelques pistes évidemment possibles pour une entreprise de créer de la relation client, tout en préservant la vie privée de ce client. Première piste, ça fait référence à ce qu'on appelle la théorie du contrat social, c'est-à-dire considérer que l'échange de données personnelles avec un client, c'est un contrat social qu'on passe avec ce client. Un contrat social, c'est quoi ? C'est une forme spécifique d'échange dans laquelle les individus s'engagent en contrepartie de bénéfices économiques ou sociaux. Et ce que dit la théorie du contrat social, c'est que finalement, s'il y a contrat quand un consommateur me donne des données personnelles, le consommateur est en droit de considérer que son contrat est nul si je ne l'informe pas que je suis en train de collecter des données, si
ce client n'a pas la possibilité de refuser le fait que ces données soient utilisées, et si l'entreprise vend ou utilise ces données sans qu'il ait donné son accord au préalable. Donc cette idée du contrat social, c'est effectivement aller dans une démarche éthique qui dit que il faut informer le consommateur et obtenir son consentement avant de pouvoir utiliser ces informations. Deuxième piste, on en a un petit peu parlé ce matin, et cet après-midi aussi un petit peu, c'est ce qu'on appelle le label protection des données. L'idée du label, c'est de pouvoir identifier, pour un consommateur, le site, le service ou le produit qui m'offre des garanties en termes de protection de ma vie privée. C'est ce qui fait référence à ce qu'on appelle aux États-Unis les PET, Privacy Enhancing Technologies. Donc, qui garantissent au consommateur que là, je suis sur un site où je sais que, a priori, l'entreprise ne va pas utiliser de manière frauduleuse mes informations, en tout cas, ne va pas les revendre sans que j'ai donné mon accord. Donc, ce label, évidemment, ça répond à une attente forte de la part des consommateurs, puisqu'on a vu qu'ils attendaient des garanties pour accepter de donner des informations personnelles, et probablement que ce serait susceptible d'offrir un avantage concurrentiel important aux entreprises qui obtiendraient ce label. Donc c'est une chose qui a été prévue par la refonte, à travers la refonte de la loi informatique et liberté en 2004, qui offre à la CNIL le pouvoir de délivrer à des entreprises qui le souhaiteraient ce label protection des données personnelles. Alors ça existe déjà depuis très longtemps aux États-Unis à travers le label Trusty notamment, mais il y en a d'autres aux États-Unis. Et il y a des tentatives en France, notamment en Allemagne, qui ont été mises en place à travers notamment le projet Europrise de création d'un label. Alors évidemment, faire un label au niveau français, ça n'aurait aucun sens. On est sur la toile mondiale, donc il faudrait évidemment, pour que cette stratégie soit efficace et protège réellement le consommateur, que ce soit fait à minima au niveau européen, mais évidemment, si c'était possible au niveau mondial, ça serait beaucoup mieux. Dernière piste qui a été évoquée ce matin, donc là je vais pouvoir dévoiler le suspense, ce que Christophe a appelé la piste de la personnalisation sans identification. Donc personnaliser sans identifier, c'est quoi ? C'est savoir qui je suis, donc qui est mon client, mais pas forcément comment il s'appelle. Donc pour prendre un exemple utilisé par un informaticien de Sun Microsystems, il a utilisé la métaphore du croissant et du café. Si vous allez toutes les semaines ou tous les jours, vous allez dans un café et vous prenez un café et un croissant, au bout d'un moment, le serveur va venir vers vous directement avec un café et un croissant. Donc il sait qui vous êtes, il connaît vos besoins, vos attentes, et pour autant, il ne sait pas forcément comment vous vous appelez, ni votre nom, ni votre prénom, ni votre adresse, etc. Donc c'est profiter de ce que je connais du client, mais sans pour autant l'identifier de manière formelle. Donc ça existe déjà, c'est pas un concept nouveau. Ça existe notamment à travers ce qu'on appelle l'autosegmentation. Donc on voit de plus en plus sur certains sites où finalement, plutôt que de demander au client dis-moi à quelle catégorie tu appartiens, on propose les catégories et c'est donc lui qui s'auto-identifie comme appartenant à cette catégorie. Deuxième type de personnalisation sans identification qui existe, c'est le modèle d'Amazon, ce qu'on appelle le filtrage collaboratif, où vous avez acheté ça, et donc les gens qui ont acheté ça aiment bien ce produit-là. Et donc, effectivement, on est capable de personnaliser, donc de lui dire moi je connais maintenant tes goûts, en tout cas je me doute que c'est comme ça à peu près que tu fonctionnes, mais pour autant pas forcément connaître ou identifier le client de manière formelle. Donc en conclusion, je vais reprendre une phrase qui a été prononcée à la 30e conférence mondiale des commissaires à la protection des données et de la vie privée à Strasbourg en 2008, qui dit que la protection des données ne doit pas être considérée comme un obstacle au développement économique, mais bien comme une valeur ajoutée dans les relations avec les consommateurs et avec les citoyens. Merci de votre attention.